Dans le contexte d'une recherche philosophico-linguistique sur l'acte de parler, je lis attentivement la manière dont Benveniste a pu proposer de prendre en compte ce qu'on appelle depuis son coup d'envoi l'énonciation. Or, il y a une question qui se pose quand on regarde Benveniste. Il dit que dans l'énonciation, on assume la langue, et il dit aussi que en passant dans l'énonciation, les mots peuvent changer leur signification si bien qu'ils peuvent arriver à prendre des significations contradictoires avec les significations qu'ils ont par ailleurs. La question se pose donc, en quoi est-ce qu'on assume la langue? Qu'est-ce qu'on assume si l'on n'assume pas les significations des mots? Tout cela s'inscrit explicitement dans la différence établie par Benveniste entre la langue comme système de signes ou sémiotique, d'une part, et la langue comme instrument de communication ou sémantique, de l'autre. Au fond, c'est ce partage qu'il s'agit d'interroger par les biais du statut, du mot ou du signe. J'annonce que je n'arriverai pas à trouver une solution pour cette question, car le problème que j'ai rencontré sur le chemin m'ont fait comprendre que la situation dont il s'agissait pour Benveniste de rendre compte était autrement complexe et proprement fondamentale, en un sens insolite. C'est cela donc que je vais essayer de partager avec vous. Pour bibliographie, je rappelle que cette différence sémiotique-sémantique s'expose surtout à travers trois textes. Les niveaux de l'analyse linguistique, conférence de 1962, recueillie dans le premier tome des problèmes de linguistique générale. La forme et le sens dans le langage, conférence de 66, dont Benveniste dit qu'elle est l'aboutissement du texte précédent, et l'essai Sémiologie de la langue de 69. Ces deux derniers textes se trouvant dans le deuxième tome des problèmes de linguistique générale. Donc au moins de 62 à 69, c'est presque une décennie de maturation. Dans ces trois textes, il s'agit de faire place à ce qui Benveniste tient pour un tout nouveau domaine d'étude, la phrase. C'est dans la phrase que les mots peuvent acquérir des significations qu'ils n'avaient pas par ailleurs. Ce sont des textes d'une grande densité, très resserrés. Je vais concentrer mes forces dans une lecture partielle du premier, celui de 62. Ma question sera, quelle est la signification d'un mot avant qu'il n'entre en phrase? Quelle est la signification d'un mot dans la langue comme sémiotique? Cela peut se dire, comment se définit dans un signe le signifié, selon Benveniste, bien entendu. Pour Benveniste, le concept de mot est central. Il le défend, il en a besoin, il le déclare. Or, d'après lui, mots et signes doivent se distinguer fortement. Ce qui ne va pas sans paradoxe, car mots et signes sont aussi, en un sens, la même chose. J'essaie de m'orienter vers une élucidation de ces rapports, donc en ouvrant le texte de 62. C'est qu'on y entre des plein pieds dans la manière dont fonctionnent, selon Benveniste, les systèmes de la langue comme sémiotique, comme il va proposer donc de dire quelques années après. Benveniste commence par établir, un peu à la manière des Saussure, le langage est quelque chose d'extrêmement complexe. Toutes les questions se posent à la fois par rapport à tout. Il faut arriver à instaurer une ordonnance qui sera aussi celle des méthodes aptes à l'étudier. Car on s'est avisé que non seulement le langage devait être étudié comme une forme, non comme quelque chose de donné dans la nature, non seulement cela, mais que cette forme n'était pas séparable des méthodes avec lesquelles on l'a décrit. Donc, comment on va faire? Benveniste dit, on va avoir besoin de la notion des niveaux. Seul apte à faire justice à la nature articulée du langage, seul capable de nous dévoiler l'architecture singulière des parties et du tout. Donc déjà, on voit que Benveniste prend la langue en se donnant pour modèle les rapports entre les parties et un tout, et que plus précisément, par la notion de niveau, ces rapports vont former une architecture. La langue est étagée, l'articulation est architectonique. Il commence par du pratique. Il prend un mot, est-ce par hasard? Le mot français raison,
et il opère une analyse de type distributionnel qui lui permet d'obtenir des phonèmes. Des phonèmes, il descend toujours par analyse, puisque l'analyse tend à opérer par segmentation et substitution. On divise le texte ou la forme donnée et on arrive à déterminer les unités par les substitutions dont ils sont capables, qu'ils sont capables de pâtir en quelque sorte. Puis, de la même manière, il descend jusqu'aux traits distinctifs des phonèmes en disant les traits distinctifs des phonèmes, ça ne se divise plus. Ça constitue des phonèmes, mais ce n'est pas constitué, ou en tout cas pas rien de linguistique. On ne peut plus descendre, c'est de l'infralinguistique. Il y a l'acoustique et la physiologie qui commencent, l'analyse linguistique s'arrête. Et il ajoute, nous avons fait cela empiriquement. Or, toujours quand Benveniste dit empirique, c'est qu'il y a autre chose, quelque chose de plus profond. Donc, on a fait cela empiriquement, un peu machinalement ou un peu à l'aveugle. Or, il demande, quelle est la condition linguistique, il souligne linguistique, de ce que nous venons de faire. L'analyse doit arriver donc à sa propre condition. L'analyse doit pouvoir, semble-t-il, rendre compte de ce qui le conditionne, doit arriver à savoir comment lui-même opère, comment lui-même il opère, en fonction de quoi. Et il dit cette condition, c'est le sens. Comment est-ce qu'on découvre cette condition? En poussant plus loin l'analyse. L'analyse qui segmente et qui substitue un peu à l'aveugle, il faut maintenant l'appliquer dans l'autre direction. On voit déjà l'opérativité des niveaux. L'analyse, qui a tendance à descendre, à diviser en cherchant ce qu'il y a des plus petits, maintenant va devoir monter. On va segmenter et substituer, mais en cherchant à atteindre des unités de niveau supérieur. C'est en quelque sorte comme si l'analyse rebondissait. Il dit, je le cite, mais quelle est la condition linguistique de cette relation? Nous la trouverons si nous portons l'analyse plus loin, et, puisque nous ne pouvons plus descendre, en visant le niveau supérieur. Il prend une chaîne phonique, une forme sonore anglaise, living things, laisser les choses comme elles sont, est-ce par hasard là aussi? Living things, il segmente, et parmi les phonèmes obtenus, il en prend 3. Par extraction, à partir de ces 3, il obtient 6 combinaisons. Il se trouve que parmi ces 6 combinaisons, il y en a effectivement 2 qui font partie de la chaîne. Ces 2 sont nthi et thing. Or, ils se chevauchent dans la chaîne. Et comme on cherche à trouver des unités définies, il faut choisir l'une et exclure l'autre. Je cite maintenant ce passage magnifique, il dit « La réponse ne fait pas de doute. On rejettera nthi et on élira thing en rang de nouvelle unité thing. » D'où vient l'autorité de cette décision? De la condition linguistique du sens auquel doit satisfaire la délimitation de la nouvelle unité de niveau supérieur. Thing a un sens, nthi n'en a pas. Voilà le sens en personne. C'est ce à quoi on voulait en venir. Voilà la condition linguistique recherchée. L'analyse délimite les unités par les relations qui les unissent, ce qui se fait empiriquement par segmentation et substitution, mais une fois face à ça, face à devoir choisir, face à devoir décider, va apparaître tout le tranchant de la condition linguistique du sens. Il faut choisir parce que ça se chevauche. Et le sens est là en cet instant où, face à devoir choisir, on n'a pas de doute. Pas d'hésitation si l'on doit choisir entre nthi et thing. C'est-à-dire qu'en linguistique, on se cogne en quelque sorte à deux sens, à tout niveau. On voit par là que Benveniste récupère. C'est comme s'il jouait cette phrase de Saussure que Saussure écrivait à Antoine Meillet où il lui disait « Il faut montrer au linguiste ce qu'il fait ». Le texte est, semble-t-il, dirigé contre l'école distributionnaliste qui voudrait se défaire du sens, dit-il, en parlant du mentalisme. Benveniste critique souvent cette position. La conférence est faite aux États-Unis, on peut tenir ce texte comme un texte de combat.
Benveniste ajoute: plutôt que de biaiser avec le sens et d'imaginer des procédés compliqués et inopérants pour les laisser hors de jeu, en retenant seulement les traits formels, mieux vaut reconnaître franchement qu'il est une condition indispensable de l'analyse linguistique. Alors, une fois reconnu, une fois qu'on a cessé de biaiser avec le sens et qu'on le reconnaît franchement, comme étant la condition de ce qu'on fait, une fois bien vu qu'on travaillait avec, même si l'on ne voulait pas le savoir, il ne reste qu'à voir comment le sens intervient dans la démarche, puisqu'il intervient, et maintenant on le reconnaît. En fait, rien ne permettrait de définir la distribution d'un phonème, c'est l'attitude combinatoire syntagmatique et paradigmatique, donc la réalité même d'un phonème, si l'on ne se référait toujours à une unité particulière du niveau supérieur qui les contient, niveau où opère le sens. Ce qui veut dire que ce niveau supérieur ne peut pas être extérieur à l'analyse. Benveniste dit, il est dans l'analyse, il souligne dans. Le niveau est un opérateur. Si le phonème se définit, c'est comme constituant d'une unité plus haute. On monte. Mais pour définir ce qui était en bas, on était déjà dans le niveau supérieur. On ne définissait que par référence au niveau supérieur. Même chose pour les signes. Les signes peuvent être une forme libre ou un morphème, peu importe. Benveniste déclare négliger cette différence et classer les signes dans une seule espèce qui, je cite, coïncidera pratiquement avec le mot. Il dit qu'on nous permette, pour la commodité, de conserver ce terme décrié et irremplaçable. Le signe, le mot, c'est pratiquement la même chose, qui était donc au fondement de l'analyse phonématique. Le mot a une position fonctionnelle intermédiaire, qui tient à sa nature double. C'est que, d'une part, il se décompose en unités phonématiques qui sont de niveau inférieur, mais d'autre part, il entre dans des unités de niveau supérieur. Benveniste ne dit rien de plus concernant ceci. À ce moment, il se contente de déclarer que pour la commodité, pour lui, le signe coïncide pratiquement avec le mot. Le mot donc, double nature, a une position fonctionnelle intermédiaire. Passons aux relations entre les mots, le mot et l'unité de niveau supérieur. Cette unité n'est pas un mot plus long ou plus complexe. Elle relève d'un autre ordre de notion, c'est une phrase. La phrase se réalise en mots, mais les mots ne sont pas simplement les segments. C'est dire qu'une phrase constitue un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties. C'est donc encore une pensée des parties et du tout qui se met en place. Ceci semble supposer en outre que par opposition, le mot se réduit, lui, à la somme de ses parties. Je veux séjourner ici car cette possibilité ouvre un schéma de lecture qui me semble important. Donc, possibilité que le mot, lui, se réduise d'une certaine manière à la somme de ses parties. En effet, nous avions obtenu précisément de cette manière le mot anglais things. On avait pris 3 phonèmes à partir d'une chaîne, on les avait combinés par exhaustion, puis pop, on avait obtenu things. Tiens, ça fait sens, c'est du langage. Oui, oui, c'est un mot, ça. À ce niveau, le sens d'un mot, c'est cela. Il y a là quelque chose de magique, en quelque sorte. On comprend qu'on ait parlé du mentalisme. Car c'est fou et on peut très bien vouloir ne pas y faire face. On dirait que cela n'a aucun sens, si ce n'était pas le sens même qui était ici en jeu, et une espèce d'inquiétante proximité du sens et du non-sens. C'est que Benveniste appelle la condition linguistique du sens, répond, ce me semble, à cette expérience de l'apparition d'un signe, à cette possibilité que voilà que des sons prennent soudain. Ça acquiert comme de la consistance, on a l'impression d'être face à quelque chose qui se met d'un coup à exister. La thèse de l'arbitraire du signe, ce qui s'indique sous ce nom problématique, parle en partie, je crois, de ce phénomène si bizarre, si étonnant, que Benveniste résume souverainement en disant la condition linguistique du sens. Ça peut passer de justesse, ou bien on se trompe de son et on se trouve directement face à la menace du non-sens. On peut, depuis ce point de vue, jeter un coup d'œil sur ce non-sens pur et simple,
qui se distingue par un rien tout à fait incompréhensible, de ce qui s'engendre en se distinguant de lui par le tranchant de la condition linguistique du sens. J'ajouterais qu'à lire certains poèmes d'Antonin Artaud, par exemple, on pourrait bien avoir l'impression qu'il explore cet infrasens, en le faisant monter en quelque sorte. On voit de ce point de vue que le langage est quelque chose de vital, étant ce qui se délimite d'emblée en s'écartant du non-sens pur et simple, au milieu duquel aucune vie n'est possible. C'est par là, à mon avis, qu'il faut comprendre ce propos de Benveniste dans la forme et l'essence dans le langage de 66, qu'on trouverait sinon juste pompeux, ou entre guillemets poétique. Il dit, bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre. Du point de vue que j'essaye de faire sentir, il me semble qu'il dit ça à la lettre. Avant de citer Héraclite, dans cette même conférence de 66, il disait au fondement de tout, il y a le pouvoir signifiant de la langue, qui passe bien avant celui de dire quelque chose. Tout ceci pour dire, le sens d'un mot en langue ou d'un signe, c'est cela, le pur fait qu'il existe comme signe. Rien d'autre que la ligne de feu, qui pourtant n'existe pas à proprement parler, qui les distingue comme tel du pur non-sens non linguistique, du bruit vocal inintelligible. C'est cela, je crois, que Benveniste appelle signifiance et qu'il met au cœur le plus profond du langage. Cette unité de la forme sonore et du sens. Or, pour ce rapport de la forme et du sens, Benveniste dit croire avoir trouvé le principe rationnel qui le gouverne dans chaque unité de la langue. C'est une unité terriblement statique du caractère biface du signe qui apparaît d'un coup indissociable, strictement soudé, contraignant, va pouvoir, selon Benveniste, être comprise, réglée systématiquement, administrée grâce à la notion de niveau. Il va dire, dans une unité quelconque, sa forme, c'est sa capacité à être divisée, donc c'est le fait qu'elle est constituée d'éléments d'un niveau inférieur, et le sens va se définir par la capacité de cette unité à entrer comme constituante dans un élément de niveau supérieur. Ce sont les deux relations, les deux fonctions que Benveniste appelle constituantes et intégrantes. C'est cela les principes rationnels qui gouvernent dans chaque unité le rapport forme-sens. Ce qui m'intéresse de montrer, c'est que cette immédiateté, en quelque sorte effrayante de l'unité de la forme sonore et du sens, Benveniste pense donc pouvoir la comprendre dans le cadre d'une connaissance de type scientifique, analytique, pense donc pouvoir en quelque sorte la manier. Je dis effrayante, je n'exagère pas. Benveniste parle du rapport forme-sens comme du problème qui hante toute la linguistique moderne. Il dit que n'a-t-on tenté pour éviter, ignorer, expulser le sens? On aura beau faire, cette tête de méduse est toujours là, au centre de la langue, fascinant ceux qui la contemplent. On sait bien que la tête des méduses paralyse. Et si vous voulez, si on tient compte du fait qu'un peu plus loin, on trouve que, d'après Benveniste, Saussure avait conçu le sens comme une composante interne de la forme linguistique, quand il comparait l'unité du signifiant et du signifié à l'unité de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'eau, on peut imaginer que Benveniste pense que Saussure est resté fasciné face à la tête de Méduse, paralysé. Voilà, du moins, une explication interne, pas psychologique, toute théorique, du célèbre silence de Saussure. Alors voilà pour le sémiotique, système où s'organisent ces unités de forme-sens, en entendant par sens d'une forme sonore le pur fait que cette forme est recevable comme linguistique, et qui se définit, se maîtrise, se domine, devient rationnel, si on le comprend dans le cadre d'une relation d'intégration dont le modèle est la fonction propositionnelle telle que l'a proposé Bertrand Russell. Je me précipite vers la fin, je deviens télégraphique. Benveniste aurait donc trouvé dans Saussure la condition même du langage comme tel, sa signifiance. Mais il aura pensé que ses points de vue ne suffisaient pas pour comprendre, pour apprécier, pour saisir le langage en action. De l'unité va être pour lui toujours la phrase.
et qu'il va codifier en termes de prédication et de propositions, ouvrant la requête d'une référentialité incompatible pour lui avec ce caractère purement statique du fait pur qui a du sens. À mon sens, positivement, il a essayé de chercher une autre voie, d'ouvrir un deuxième domaine pour pouvoir préserver la percée saussurienne qui donne au langage toute sa profondeur, son caractère inouï, et pour tout dire, son caractère de fondement de toutes les pratiques. Benveniste dit, ce n'est pas le langage qui est dans la société, c'est le langage qui contient la société. Mais on peut se dire, pour finir, ne peut-on penser que cette manière d'ordonner, de fournir un principe rationnel pour l'unité de la forme et du sens, la rate en quelque sorte? Ne peut-on penser que c'est cette ordonnance rationnelle qui empêche le signe d'entrer directement dans la phrase? Car on voit, la phrase, c'est l'élément de la pensée, c'est l'idéal, la proposition, la prédication, en somme, l'esprit, allant dans les deux directions du personnel, du subjectif, de l'intersubjectif, et d'autre part en direction de la vérité et de la science, avec au milieu le référent. Ne peut-on penser que cette visée limite la conception des rapports de la forme et du sens? Or, à l'inverse, la phrase fait référence, selon Benveniste, à la situation du discours. Il semble que ce que Benveniste comprend par référence ne coïncide pas avec ce qu'on entend par là en logique. La phrase ne sort pas de la linguistique. Elle est seulement son dernier niveau, son niveau supérieur. Doit-on donc imaginer une forme de référence qui serait intralinguistique et qui ferait passer les notions de prédication et de proposition à l'intérieur de cette science, en les soumettant à elle? Nous restons face au défi de développer ce rapport. Merci.